Donc après le débat très enrichissant que vous venez de suivre autour de Nicolas Bavrez, nous allons avoir un débat où nous allons donner maintenant la parole aux économistes. Et je vais donc appeler Makhtar Diop, qui est vice-président de la Banque mondiale, Paulo Gomes, qui est président de Constellar Group de Guinée-Bissau, Jean-Philippe Prosper, qui est vice-président de l'IFC, et Farid Toubal, qui est professeur d'économie à l'École normale supérieure et membre associé de l'École d'économie de Paris. Voilà, ces quatre personnalités vont débattre sur les enjeux de l'espace que constitue l'espace francophone. Merci, messieurs. Voilà, il nous manque une quatrième personne. Je pense que c'est Monsieur Gomes qui nous manque. D'accord. Ok. Ok, on va commencer malgré tout pour ne pas vous faire perdre de temps aux uns et aux autres. Et puis on accueillera M. Gomes quand il reviendra. Donc le thème de la discussion souhaité avec les personnalités qui sont devant vous, M. Gomes, le voilà. Il arrive, qui est donc président de Constellar Group, qui est un groupe de Guinée-Bissau. Installez-vous, vous êtes le bienvenu. Voilà, donc le problème est celui de l'espace francophone, du poids des pays francophones, un espace à 7200 milliards de dollars, une croissance économique soutenue dans ces pays, ça a été souligné plusieurs fois. Et à la fois, on a le sentiment d'un espace animé d'une grande vitalité, mais aussi d'un potentiel très, très inexploité. Alors je vais d'abord demander à M. Diop son point de vue, comment il analyse cette situation, qu'est-ce qu'il suggère ou qu'est-ce qu'il a en tête pour tenter de structurer cet espace et quelle est la pertinence, selon lui, de cet espace. Makhtar Diop. Merci beaucoup. Si vous permettez, je crois qu'on a parlé toute la matinée un peu de l'importance de cet espace économique. Je crois qu'il est important qu'on essaie de voir concrètement quelles sont les étapes qui nous mèneraient à avoir un espace économique qui soit plus fonctionnel et plus unifié. Tous les espaces économiques sont caractérisés par trois phénomènes. Une mobilité des facteurs, que ce soit le facteur de production du capital ou le facteur humain, une convergence économique entre ces facteurs, et dans le cadre des pays francophones africains, le fait qu'il y ait un arrimage à l'euro, la nécessité de maintenir des niveaux de productivité qui soient au moins au-delà des taux de productivité dans les pays européens. Comment arriver à faire cela ? Je crois que nous devons travailler de manière intensive à augmenter la productivité de ces différents facteurs. Un des facteurs bloquants, c'est bien sûr le coût des infrastructures en Afrique, aussi bien son coût de financement que le coût de production de certains facteurs, en particulier l'électricité. Je voyage en Afrique, je rencontre de nombreux dirigeants africains, francophones ou pas. La question de l'électricité et son coût est un facteur essentiel pour augmenter la productivité des pays africains. Je crois que là, la francophonie peut faire plus. Nous avons un continent qui a une possibilité de faire sa transition énergétique de manière verte, ce qui est assez unique. On peut avoir une matrice énergétique qui est basée sur l'hydro, sur l'éolien et sur le gaz. Et cela, c'est une opportunité unique. Ce qu'on constate malheureusement, c'est que les décisions des investisseurs, particulièrement dans le monde francophone, ne sont pas des investissements qui sont sur le long terme. On cherche des investissements à un taux de rentabilité à très court terme. Et aujourd'hui, les facteurs bloquants dans le développement et l'augmentation de la productivité en Afrique exige qu'on invite dans des secteurs qui ont des taux de rendement de plus long terme, que ce soit l'hydro, que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité. Donc, je crois qu'un des axes, une des conclusions pratiques qu'on pourrait avoir dans le cadre de ce forum, c'est que les investisseurs dans le monde francophone, dans le secteur de l'électricité, ne s'intéressent plus seulement à la gestion, au contrat de gestion des sociétés de distribution, mais investissent dans la production et essaient de le faire. Et deuxièmement, qu'ils investissent également dans la transmission au niveau de l'électricité, qui est un facteur qui permettra également d'accélérer cela. Le deuxième, c'est le facteur humain.
Je crois que dans le panel précédent, on a parlé de l'éducation, de l'importance de l'éducation supérieure, de l'éducation de base. Je crois qu'il y a deux éléments importants. C'est la qualité d'éducation en Afrique qui s'est un peu détériorée en Afrique francophone avec un accès qui s'est accru. Donc, comment recréer les conditions pour que la qualité de l'éducation revienne à ce qu'elle était d'antan. Deuxièmement, la composition de cette éducation. Le système éducatif que nous avons hérité dans nos pays en développement visait à gérer le système administratif que nous avons hérité de notre histoire coloniale et très peu organisé autour de la production. Et cela s'est traduit par les effectifs qui sortent des universités africaines. Seulement 25% des gens qui sortent des universités africaines sont formés dans les sciences et technologies. 75% viennent des matières littéraires. Je n'ai rien contre cela, mais tous les pays qui ont réussi à augmenter leur productivité, à augmenter leur intégration dans le commerce international, ont investi dans le secteur de la science. Recommandation très pratique. Pourquoi est-ce que les pays les plus développés du monde francophone ne commenceraient pas à avoir des campus universitaires dans les domaines des sciences dans les pays africains? Cela se passe dans les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, il y a des universités américaines qui commencent à avoir des masters dans les pays africains. Ça se passe à Singapour, ça se passe dans les autres pays du monde. Pourquoi est-ce que les universités francophones ne décideraient pas d'avoir un campus de Marie Curie, de Paris 6, Paris 7, qui soit un campus africain et qui travaille avec les institutions africaines pour produire plus d'ingénieurs et pouvoir travailler. Troisièmement, le phénomène de l'urbanisation. Le continent africain est le continent qui s'urbanise de la manière la plus rapide au monde à l'heure actuelle. Et je prends le cas de mon pays, le Sénégal, déjà 30% de la population est déjà urbaine aujourd'hui. Cela pose des défis, mais cela donne aussi des opportunités. Les opportunités, c'est que l'agglomération, la concentration urbaine doit permettre d'augmenter la productivité et l'accès à la technologie. Mais si nous ne saisissons pas le développement urbain de manière à ce qu'on puisse offrir les services qu'il faut, l'enseignement, cette transition urbaine n'aura pas l'effet sur la productivité que l'on souhaite. Donc je crois que j'ai une liste je ne souhaiterais pas faire une liste exhaustive, mais ce sont quelques éléments phares qui, si on s'y penche, nous pouvons prendre des mesures pratiques très concrètes qui puissent se faire. Dernier point, c'est la perception du risque pays. Un des problèmes auxquels nous faisons face en Afrique, c'est qu'il y a une perception du risque qui n'a rien à voir avec le risque réel de la destination Afrique. Quand on regarde les fondamentaux de nos économies, ils sont bien au-dessus d'un certain nombre de pays. Et quand on regarde la manière dont cela est perçu par le marché, on a un premium qui est beaucoup plus élevé. Mais la communauté d'une langue, la communauté de culture, la capacité de comprendre un continent doit permettre justement de réduire cette perception du risque. Et il y a quelque chose, je crois, qu'on pourrait faire dans ce domaine, que les instruments tels que la COFAS, que d'autres instruments, soient beaucoup plus actifs dans les pays africains pour réduire justement cette perception du risque qui affecte l'investissement à long terme et le coût de l'investissement en Afrique. Je m'en arrête là pour le moment, si vous permettez. Merci à la fois de votre propos concis et extrêmement concret et très constructif. Je vais me tourner vers Jean-Philippe Prosper, qui est lui vice-président d'IFC, pour lui demander de prendre un peu comme angle de prise de vue l'investissement privé et l'investissement également sous un angle concret, sous l'angle des entreprises privées. Jean-Philippe Prosper. D'accord, merci Jean-Michel. Alors, je vais essayer d'apporter une note un peu différente au débat de mes amis économistes en parlant beaucoup plus au niveau de l'investissement du secteur privé, parce que finalement, toute la problématique de la francophonie, tous ces problèmes dont on parle, on ne peut les résoudre que finalement, si des emplois sont créés, ça veut dire s'il y a des investissements dans ces économies. Alors, plusieurs intervenants ont parlé tout à l'heure, par exemple, de l'OWADA. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, si on veut développer les investissements, il faut améliorer ce cadre. Mais le plus important, en fait, on a beaucoup parlé de petites et moyennes entreprises. Ce qu'on a tendance à ne pas bien comprendre, c'est qu'en fait, l'amélioration du cadre des investissements bénéficie beaucoup plus aux petites et moyennes entreprises. Pourquoi ?
Parce que si nous prenons de grandes entreprises, tout à l'heure on avait Bolloré, Alstom et autres qui étaient là, ces grandes entreprises peuvent facilement payer, mettons certains, peuvent avoir donc des staffs, des employés, qui ne se consacrent qu'à résoudre les problèmes administratifs. Par exemple, payer 2 ou 3 employés une certaine somme pour aller pour les démarches administratives, que ce soit aller aux douanes, aux autres, etc., pour que les marchandises ne restent pas un mois ou plusieurs jours, etc. La petite et moyenne entreprise n'a pas les moyens de se le permettre. Donc, si elle n'a pas un cadre qui facilite les opérations, elle ne peut pas produire, elle ne fonctionne pas. Il en est de même, par exemple, pour la création d'entreprises. Les pays où il y a beaucoup de barrières administratives, où ça prend 6 mois ou 1 mois, ou même aujourd'hui 2-3 mois pour créer une entreprise, on n'en voit pas. Il y a beaucoup plus d'informels que les pays où ça prend quelques jours pour créer des entreprises. Donc là, à ce niveau-là également, donc c'est très important finalement de mettre l'accent. Et nous, si je parle d'AFC, nous travaillons particulièrement dans ce domaine. Et avec l'OADA d'ailleurs, nous avons travaillé sur la réforme du droit des sociétés qui a permis en grande partie, je dirais, le classement cette année, que mentionnait le président Sall, d'avoir 5 entreprises, 5 des entreprises donc, de la francophonie, 5 entreprises africaines mais francophones, parmi les 10 pays les plus réformateurs parce qu'elles ont bénéficié de la réforme de l'OADA qui, comme vous le savez, inclut 17 pays francophones qui va du Sénégal aux Comores. Mon collègue Mactar Diop a parlé de l'importance, enfin de ce qu'il s'agit du coût de production. Mais il a totalement raison. Si on regarde le coût de l'électricité, comment peut-on développer une industrie si on a des coûts de production aussi élevés? Alors, que faisons-nous et ce que peut faire l'espace francophone aussi pour améliorer tout ça? C'est d'investir énormément dans le secteur. Je dirais que si je prends les pays d'Afrique francophone, en Afrique subsaharienne, sur les 3 dernières années, nous avons investi dans le secteur des infrastructures en général, un peu plus d'1,5 milliard de dollars, dont un peu plus d'1 milliard dans l'électricité. Et tout ça, c'est toujours l'objectif, naturellement, éventuellement de baisser les coûts de production, mais également donc, de pouvoir créer des emplois, etc. Le solaire, on a parlé de nouvelles énergies. Le solaire en Afrique, il y a énormément de potentiel dans ce domaine et c'est un domaine que nous explorons. On parle de l'éducation. Aujourd'hui encore, je dirais qu'avec le développement des nouvelles technologies, on peut vraiment faire beaucoup plus dans ce secteur. Je prendrai un exemple et je vais laisser la parole aux autres, on pourra poser d'autres questions tout à l'heure. Au niveau du secteur privé, si on voit ce que fait le secteur privé, aujourd'hui, l'exemple que je vais prendre, c'est au niveau de l'éducation primaire, mais ça peut s'étendre et ça se fait ailleurs aussi. Et il y a une entreprise, Bridge Academies, au Kenya, que nous finançons. Ils forment donc la formation dans le secteur primaire, donc la maternelle donc jusqu'au certificat d'études, $7 par mois pour les familles, donc les petites bourses pour un enfant. Et l'éducation est de qualité, et de bien meilleure qualité d'ailleurs que dans certaines écoles privées. Mais tout se fait de manière pratiquement presque automatisée parce que les cours, par exemple, sont développés. Il y a un curriculum, il y a un centre laboratoire dans le Massachusetts où ils développent le curriculum. Les professeurs viennent des quartiers défavorisés, ils prennent des gens pauvres eux-mêmes, qu'ils forment, qui ont déjà un minimum de baccalauréat et qu'ils forment, et ces professeurs délivrent une formation de qualité. Enfin, on peut prendre des tas d'exemples, mais je pense que le secteur privé a un rôle indispensable à jouer si, non seulement l'intégration de la francophonie, mais dans le développement de cet espace francophone. Merci. Okay, merci. Alors Jean-Philippe Prosper, vous y avez fait allusion, mais on va se garder un peu de temps pour que vous puissiez poser des questions à nos 4 personnalités et vous puissiez échanger également avec eux. Dans l'immédiat, je vais donner la parole à Farid Toubal, qui lui va peut-être nous ramener à une vision plus macroéconomique de l'espace francophone et de ces problématiques qui ont été abordées de façon jusque-là très concrète. Donc
Donc moi, je vais revenir à une vision un peu académique, mais finalement, tout aspect macroéconomique est basé sur des faits microéconomiques, donc je vais revenir aussi sur ça. C'est plutôt pas la peine de rappeler la cartographie de l'espace francophone. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de populations, très peu de populations, pardon, francophones. On a mis en place, et ça a été un travail de longue haleine, plutôt pendant 4 années, une base de données exhaustive sur l'ensemble des langues parlées dans le monde. Cette base de données pourra se trouver sur mon site, et à partir de cela, voici les principaux résultats de cette analyse. Les 65%, c'est nous. Donc en fait, effectivement, deux pays qui commercent ensemble échangent fondamentalement, deux pays qui parlent une même langue, pardon, et échangent fondamentalement plus que des pays qui ne partagent pas ces mêmes langues. On a parlé de ça tout à l'heure. Ce qu'on a moins parlé, c'est finalement des investissements directs étrangers et puis également de la migration. Du point de vue des investissements directs étrangers, ce qu'on voit, c'est que les pays de l'espace francophone, c'est 15% des investissements directs étrangers entrant et sortant au niveau mondial. Et puis au niveau de la migration, on a quelque chose d'extrêmement dynamique, puisque il y a 30 millions d'immigrés dans cet espace francophone, et ces 30 millions d'immigrés sont principalement localisés dans les pays africains. Donc ça, c'est pour la cartographie. Pour la dynamique de cet ensemble, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a subi, et c'est principalement les pays du Nord qui l'ont subi de plein fouet, cette fameuse crise de 2009. Et ce qu'on voit dans les données, c'est un très net recul des échanges au niveau international, sauf pour une zone particulière. C'est la zone africaine, et c'est la zone des pays appartenant à ce grand ensemble de la francophonie. Du point de vue des investissements directs étrangers, effectivement, les investissements directs étrangers étaient balayés par la crise des subprimes, et je reviens sur le commentaire qui a été fait tout à l'heure. Il faut absolument mettre en place des investissements directs étrangers, des investissements pour le futur, des investissements structurels, plutôt que des investissements de conjoncture, et donc des véritables investissements de production de biens naturellement, mais également, et je suis sensible à l'argument des nouvelles technologies, de services. Par rapport à l'hétérogénéité, maintenant, on a beaucoup entendu parler de cette hétérogénéité dans les bénéfices à gagner de la francophonie économique. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le 1%, 90%. C'est vrai dans le Nord, c'est vrai dans le Sud. 1% des entreprises font 90% du commerce international. C'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai dans la plupart des États africains. On a seulement une toute petite partie, une toute petite fraction de la population des entreprises qui commercent. Et pourquoi avons-nous une toute petite fraction de la population des entreprises qui commercent? Tout simplement parce que commercer, c'est extrêmement coûteux. C'est coûteux non seulement parce qu'il faut payer des tarifs, même si ils sont extrêmement bas, mais c'est extrêmement coûteux d'entrer dans un marché étranger. Et l'apport linguistique qui fait pour beaucoup, mais également l'apport ethnique et culturel. La marge extensive, c'est souvent les PME. Hein. Donc, lorsqu'il y a un grand choc sur une économie, la volatilité, celle qui l'a subi de plein fouet, c'est vraiment les petites et les moyennes entreprises. C'est pour ça qu'il est nécessaire de non seulement monter en gamme. Je n'ai pas entendu parler beaucoup de ça. On a parlé beaucoup de commerce avec la Chine, le commerce avec la Chine, et c'est peut-être là un point de défaut de l'ensemble du continent africain, c'est que les spécialisations sont encore très spartiates. On spécialise sur des gammes de très basse qualité, de moyenne qualité, et sur très peu de produits. Et donc on a moins de capacité à faire face à des chocs d'ampleur sans précédent, comme on l'a vécu il y a quelques années. Je rebondis sur ça, et ce sera mon dernier argument. Les obstacles à l'échange aujourd'hui sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Les obstacles à l'échange sont principalement des obstacles non tarifaires. Un des obstacles fondamentalement importants à cet échange, c'est vraiment le contournement des normes, des standards, et également celui de toute barrière qui trouverait sa source dans les facteurs spécifiques à la relation entre agents. Donc le défi du futur, ce serait plutôt la facilitation des échanges par la mise en place d'assouplissement de toutes ces barrières qui ne se voient pas, des barrières invisibles.
Merci beaucoup. Et monsieur, donc, Paulo Gomes, c'est à vous maintenant, avant de passer la parole à la salle. Donc, quelle est votre vision de la façon dont peut se structurer l'espace francophone? Très bien, merci pour cette opportunité de présenter un peu une perspective qui serait un peu complémentaire. D'abord parce que je viens d'un pays qui est aussi lusophone, mais qui a pu intégrer de plus en plus le bilinguisme dans son processus de développement. Donc je crois qu'on a été un pur produit de cette solidarité, de l'intégration et des portes qui nous ont été ouvertes pour intégrer ce monde francophone par la monnaie, par l'économie, comme ça se passe actuellement, et aussi par le côté de la solidarité que le pays a bénéficié dans tous ces moments donc difficiles. Donc, c'est un cas pratique de comment l'intégration d'un pays a pu aider à résoudre les problèmes, pas tous, mais une grande partie des problèmes que le pays fait face. Maintenant, comme ça a été dit depuis hier et par mes collègues, il faut être maintenant très concret. Et comment être concret sur le point de vue économique? Puisqu'en fait, c'est ce qui permettra de cimenter et de souder encore plus les pays ensemble, les acteurs ensemble. Alors, je crois qu'il faut avoir une perspective globale. D'ici 2050, le gâteau mondial dans lequel nous, l'Afrique, nous sommes intégrés, et si ce niveau de croissance continue, nous aurons quelque chose de l'ordre de 12 000 milliards de dollars de plus dans le produit intérieur brut mondial, nous les Africains. Et dans ces 12 milliards et quelques de dollars, qui nous permettra d'être un moteur de la croissance mondiale, puisque nous serons un contributeur important à la croissance mondiale, combien les francophones pourront-ils saisir de ce gâteau mondial? Est-ce que le fait de parler le français nous permettra de pouvoir en tirer le plus possible de ce gâteau mondial qui va grandir, comme je disais, à un niveau proche des 2000 milliards? Paradoxalement, je crois qu'on pourra le saisir si nous investissons, bien sûr, dans la langue française, mais si nous investissons aussi dans l'anglais, pour que nos hommes d'affaires puissent aussi, les jeunes et les hommes d'affaires, puissent aussi maîtriser cette autre langue. Pourquoi? Parce que les anglophones ne font pas d'efforts par rapport aux Français, alors que les francophones font toujours un effort par rapport aux pays anglophones. Donc c'est un avantage comparatif qu'on peut transformer en un avantage compétitif. Donc paradoxalement, il faut investir pour que nos entrepreneurs et nos jeunes puissent maîtriser les deux langues. Deuxièmement, je pense qu'il faut digitaliser le plus possible nos relations d'échange. Tout le monde est d'accord que c'est en permettant plus d'échanges qu'on pourra croître plus rapidement. Et cet échange demande un esprit d'équipe et un état d'esprit, puisqu'il y a quand même aussi un état d'esprit francophone. Un état d'esprit qui est peut-être critiqué d'être peut-être un peu plus bureaucratique, un peu plus lent, un peu moins bon pour diffuser le savoir, un peu moins bon pour distribuer, beaucoup plus fort pour réfléchir et dessiner les modèles, mais pas très bon pour les mettre en œuvre. Donc je crois qu'on n'aurait pas de problème de reconnaître ces insuffisances et nous permettre de les changer. Parce que quand on voit les francophones, par exemple, aller faire des affaires dans d'autres pays, il y a toujours parfois cet état d'esprit. Il me semble que justement la nouvelle génération qui a pu se frotter à la globalisation, comme disait tout à l'heure le président de la République, a réussi, est en train de réussir à changer un peu cet état d'esprit. Donc je crois que ça se fera par le plus d'accès possible au numérique. Et c'est pour ça que j'ai aimé le commentaire de M. Breton, parce que c'est là qu'il faut investir. Investir massivement pour que tous les gosses, tous les enfants, tous les jeunes puissent avoir accès à l'Internet. L'Internet ne doit plus être un luxe dans un environnement anglophone, mais vraiment un accès à débit rapide. Parce que c'est là où la collaboration et les échanges et l'esprit d'équipe et l'innovation pourront avoir lieu. Donc je mets beaucoup le doigt là-dessus. C'est moins une question de la finance ou d'accès à la finance. C'est l'accès au savoir d'une façon rapide par la technologie. Finalement, j'aimerais aussi
peut-être tirer la couverture de mon côté. Je crois que l'année prochaine, il me semble qu'il y aura une discussion très importante dans laquelle la francophonie sera associée, c'est par rapport à l'environnement. Je crois qu'il y a une conférence sur l'environnement, etc. Il me semble que dans ce domaine de l'environnement, il y a toute une série d'opportunités économiques qu'on peut identifier dès maintenant et qui contribuera à ce gâteau global dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est un véhicule, c'est une plateforme importante de richesse. Je donne toujours l'exemple de mon propre pays, la Guinée-Bissau. Le produit intérieur brut de mon pays est de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est aussi ridicule. C'est moins que pas mal de PME qui étaient présentes aujourd'hui. Mais en même temps, quand on regarde comment nous avons pu protéger l'environnement, mon pays a pu, malgré ces situations politiques et d'instabilité, protéger 15% de son territoire. C'est-à-dire 15% du territoire de la Guinée-Bissau est une aire protégée, avec toute une richesse importante dans l'environnement qui peut se décliner dans l'économie. Je ne parle pas seulement du côté sexy de l'environnement, parce qu'on protège l'environnement, mais on a vu que notre biodiversité est un élément énorme de richesse, que ce soit sur le point de vue halieutique, sur le point de vue de l'agriculture, qui sera une agriculture, je dirais, spécifique et bio. Quand en Europe, par exemple, vous avez besoin de transformer des champs pour les rendre plus bio, vous avez besoin de 3 ou 4 ans pour laver ces sols et le transformer dans un sol beaucoup plus bio. Dans le cas de mon pays et de pas mal d'autres pays francophones, vous n'aurez pas besoin de ce processus. Donc, je reviens encore sur la question que l'environnement et la biodiversité peut être un moteur de croissance important. Et il s'agira pour nous, les francophones, peut-être de saisir cette opportunité pour échanger là-dessus, avoir un plan là-dessus, utiliser le tremplin de la réunion qui pourra avoir l'année prochaine pour que nous puissions le mettre au centre de notre débat. Donc voilà ce que j'aurais essayé de rajouter par rapport à ce que mes collègues ont dit. Voilà, vous avez tous noté le caractère très concret, très constructif des idées qui ont été émises à l'instant. Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous souhaitait réagir, poser des questions, interpeller tel ou tel des intervenants de cette table ronde? Oui, monsieur. Madame d'abord, allez-y. Merci. Je me présente, je m'appelle Madame Diaw Fatou Kiné. Je suis la présidente du Comité national sénégalais du Forum francophone des affaires. Je suis également la présidente du réseau des femmes entrepreneurs de la francophonie. La question que je pose, c'est de savoir, peut-on considérer la compensation industrielle comme levier de croissance économique? Actuellement, le Maroc intègre de plus en plus cet outil de développement dans ses appels d'offres. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, il s'agit d'intégrer dans les appels d'offres l'obligation pour les investisseurs qui disposent de technologies et de financement d'établir des partenariats avec des entreprises locales, même pour l'achat de ses besoins. Donc actuellement, le Maroc est à 30% et tend vers 50%. Donc je pense que ce modèle, cet exemple marocain peut servir de modèle pour tous les pays francophones. La Chine, par exemple, lorsqu'elle a voulu acheter des réacteurs de dernière génération, dans son appel d'offres, elle a posé la condition de transférer les plans de réacteurs dans son pays et ensuite d'autoriser la Chine à fabriquer les futurs réacteurs. Donc vous voyez que la Chine a été bien maligne parce que dans ce transfert de technologie, la Chine crée des emplois et des richesses. Et ensuite, elle veut prendre le brevet de l'investisseur pour fabriquer les nouveaux réacteurs en Chine. Donc, je pense que c'est un modèle de création de richesses et d'emplois. La soie que je porte, elle est fabriquée au Vietnam, dans un pays francophone. Mais je l'ai achetée à Dubaï, parce qu'il y a des problèmes de mobilité, des problèmes de visa. Pour aller au Vietnam, il me faut un visa. Moi-même, au sommet de 1997, j'ai visité au Vietnam une usine de soie
Mais je ne peux pas aller au Vietnam parce qu'il me faut un visa. Je ne peux pas l'acheter en France parce qu'il me faut un visa. Donc, les femmes d'affaires transfèrent beaucoup de devises à Dubaï. De Dubaï, il y a 30 000 conteneurs qui vont en Afrique parce que vous allez acheter un billet d'avion à Emirates. Dans 4 jours, vous avez votre visa. Maintenant, vous allez acheter un billet d'avion à Air France, vous n'avez pas de visa. Je vous remercie. Merci. Je peux témoigner que la question des visas n'est pas une question anodine. Qui veut répondre, Monsieur Diop, à cet exemple concret également? Bien sûr, je ne me prononcerai pas sur la question des visas et autres, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un point que Madame vient de faire qui est très important. C'est l'utilisation et la participation du secteur privé d'un continent dans son processus de développement. J'ai travaillé dans plusieurs régions du monde, que ce soit en Amérique latine, que ce soit dans d'autres pays du monde. On ne trouve pas un pays où il n'y a pas un secteur privé local qui est fort et qui fait partie des... Donc je crois qu'il faut vraiment changer le modèle selon lequel il y a des investissements directs étrangers qui viennent avec des taux de rendement à court terme dans les pays et lorsqu'il y a un choc qui s'en vont, mais avoir un modèle où on puisse vraiment avoir des investissements privés étrangers qui soient faits en joint venture avec le secteur privé local. Et je crois que ça demandera un peu de modification de la manière d'approcher les choses parce que je crois que c'est fondamental pour assurer les investissements à long terme qui sont nécessaires. Deuxièmement, on parle de l'environnement des affaires et de l'instabilité juridique. Je crois qu'il y a des progrès énormes qui ont été faits qu'il faut souligner. On en a parlé, le président Diouf en a parlé. Je crois qu'il y a une question également qui imposera un changement de mentalité. Il n'est plus possible d'avoir des contrats qui soient des contrats déséquilibrés. Parce que les contrats déséquilibrés mènent à quoi? À une renégociation brutale de ces contrats qui, en fin de compte, crée une incertitude dans l'environnement juridique. Donc, il est de l'intérêt de toutes les parties, de l'investisseur étranger et des autorités, de créer des contrats à caractère équitable. Et je salue l'initiative française. Il y a M. Rioux qui est du ministère des Affaires étrangères qui est là, qui a beaucoup travaillé. C'est cette initiative qui vise à créer, à supporter, à appuyer les pays à négocier des contrats pour les ressources naturelles qui soient des contrats équilibrés. Parce que à la Banque mondiale, nous avons regardé une série de contrats, nous avons regardé de très près. Il était clair que ces contrats étaient des contrats très déséquilibrés entre les pays africains et les investisseurs. Donc je crois qu'un élément de stabilité de l'environnement juridique, c'est la création de contrats qui sont des contrats équilibrés entre les pays et les investisseurs. Troisièmement, la question des fonds de pension et des instruments et des garanties qui puissent... Il y a beaucoup de liquidités sur le marché financier en Europe, dans l'espace francophone, et qui n'ont pas des taux de rendement qui soient élevés parce que les bons de trésor américains ou sur la zone euro, on n'a pas d'actifs qui ont un rendement assez élevé. Aujourd'hui, il y a une opportunité d'utiliser cette liquidité avec des titres qui permettent d'investir dans le secteur productif africain avec des taux de rendement très, très élevés. Et je crois que l'espace francophone peut faire quelque chose de très spécial en utilisant les instruments, la COFAS, les autres instruments de garantie, pour pouvoir justement créer les conditions pour que les investisseurs institutionnels puissent investir beaucoup plus dans le secteur productif en Afrique, parce que c'est ça qui aidera la productivité. Et la seule chose que je dirais à ma sœur, c'est que je souhaiterais un peu aussi que le secteur privé dans la zone africain, dans la zone francophone, sorte un peu de l'idée que le secteur privé, c'est le commerce, c'est l'importation de biens produits dans d'autres pays pour la consommation en Afrique. Je crois que nous devons de plus en plus penser à produire les éléments ici et considérer que la partie du commerce, c'est l'échange de biens qui viennent en Afrique, mais également qui quittent l'Afrique. Et c'est le même pour le digital. Le digital, comment le contenu du digital, maintenant qu'il y a une pénétration de l'Internet, comment on peut créer un contenu africain qui puisse être exporté. La musique exportée en Afrique, Youssou va en parler ce soir. On peut exporter également, à travers l'Internet, un contenu qui puisse conquérir les marchés mondiaux. Merci de ces précisions. Farid Toubal, vous vouliez ajouter quelques mots aussi? Oui, j'avais juste un point sur le transfert de technologie. Il y a 3 choses qu'il faut vraiment avoir en tête quand on parle de transfert de technologie. La première chose, c'est que
pour qu'il y ait transfert de technologie, il faut qu'il y ait pour le plus grand nombre des entreprises qui vont investir dans ces technologies, dans ce contenu, le respect des droits des propriétés intellectuelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement important. La deuxième chose, c'est qu'il faut que pour celui qui reçoit ce transfert de technologie, qu'il ait la capacité à l'absorber, puisque j'ai beaucoup étudié le cas de la Hongrie, par exemple, où on avait énormément d'entreprises allemandes qui investissaient dans les infrastructures hongroises et dans la production hongroise et qui sont revenus en Allemagne puisque les Hongrois n'ont pas réussi à absorber finalement ces technologies allemandes qui étaient bien trop avancées pour l'époque. C'était au début des années 90. Et puis il y a une troisième chose, c'est le fait qu'au final, une entreprise multinationale, c'est aussi une entreprise qui va investir, qui va potentiellement créer de la croissance, mais qui va aussi évincer d'autres entreprises sur le marché. Et les gains, les coûts, les gains et les pertes de ces investissements sont toujours pas connus. Merci. Un propos plus nuancé, donc Jean-Philippe Prosper. Merci. Juste pour ajouter un peu, enfin quelque chose à ce que mon collègue Mactar Diop disait. En fait, aujourd'hui, on commence à utiliser effectivement ce qu'il disait sur les fonds de pension. On le voit de plus en plus. Nous, par exemple, on a investi pas mal dans le secteur des infrastructures en Amérique latine, mais aussi on commence à le faire en Afrique avec effectivement ces fonds de pension qui essaient de trouver des rendements plus importants. Je vois que le temps passe et on va arrêter. Il y a un aspect qu'on n'a pas mentionné du tout pendant tous les débats et je pense qu'on doit parler de l'aspect fragilité. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Dans le secteur de la francophonie et en Afrique francophone en particulier, je dirais qu'il y a un certain nombre de pays qu'on appelle des pays fragiles qui sont classés comme tels. Mais je prendrai donc la classification de la Banque mondiale. Aujourd'hui, il y a 33 pays fragiles et parmi eux, plus de la moitié, 17 d'entre eux, sont des pays d'Afrique et une dizaine sont des pays d'Afrique francophones. Donc je pense que là aussi, ça demande quand même une approche différente pour essayer de voir comment appuyer ces pays. On n'a pas le temps, je ne vais pas entrer dans ces débats, mais je voulais quand même attirer l'attention là-dessus. Merci beaucoup. Une dernière question avant de nous quitter, parce que sinon, monsieur, oui. Malheureusement, le temps est compté, sinon j'imagine que vous auriez aimé poser davantage de questions. Allez-y. Bonjour, je suis Henri Maujon, d'une petite PME française qui s'appelle Les Éditions du Net. Et j'aurais une question à Monsieur Toubal, qui fait la réflexion de la difficulté pour une PME de faire du commerce. Eh bien, vous pouvez parler au passé. Aujourd'hui, une PME française comme la mienne, qui a 9 salariés, qui a pour activité l'édition de livres, a des clients partout en Afrique. La difficulté principale, et si j'avais une suggestion à rajouter à la charte, il faut des adresses postales. Ça ne coûte pas d'argent. Il faut que l'Afrique ait des adresses postales. Si le e-commerce se développe, alors il y a beaucoup de création de richesses. Nous, par exemple, nous cherchons maintenant à produire en Afrique. Et de la même manière, les entreprises africaines doivent partir à la conquête de la France. Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique et dans des marchés pour acheter des boubous. Mettez-les sur Internet et toutes les PME aujourd'hui peuvent travailler dans le monde entier grâce à Internet et grâce au e-commerce. Est-ce que vous avez quantifié l'essor possible d'une PME qui déciderait de mettre ses produits sur le monde entier? Merci. Peut-être des travaux qui ne sont pas encore achevés. C'est quelque chose qu'on est en train de faire justement dans le cadre d'une étude avec la Banque publique d'investissement en France sur l'activité de ces PME et notamment leur comportement à l'exportation. Ce qui est sûr, c'est que je suis ravi d'entendre que vous êtes très successful, entre guillemets. Ce que je crois fondamentalement, c'est que la structuration dans tous les pays, et en tout cas dans les pays du Nord, et c'est de plus en plus vrai également, ce qu'on voit également dans les pays comme la Chine ou les pays africains, c'est que ces PME exportent très peu, ou lorsqu'elles le font, elles le font de manière très volatile.
Contrairement aux grandes entreprises qui sont permanentes, qui exportent de manière assez régulière et tout le temps avec des gros volumes sur les marchés étrangers, les PME, elles, quant à elles, en fait, exportent par à-coup. Et ça, c'est quelque chose de très récurrent. Ce sont des choses qu'on voit, des régularités empiriques que l'on voit dans les données pour l'ensemble des pays du Nord, mais également on a des nouvelles bases de données qui nous sont apportées par la Banque mondiale, que l'on voit également pour les pays que j'appellerai entre guillemets les pays du Sud. Voilà, merci. Je pense que vous avez tous envie de vous restaurer. Donc, pardon pour la brièveté de ces échanges et merci à nos intervenants pour leur richesse. Je pense qu'on peut retenir de ce qui a été dit deux ou trois petites choses. D'abord, le caractère absolument essentiel du fait que l'Afrique va être une zone de très fort investissement. Et donc, comment la part francophone dans cet investissement peut être maximisée. La deuxième chose, c'est que, ça c'est la question centrale, la deuxième chose, c'est que oui, le problème de l'accès au savoir et de l'accès au savoir de façon rapide est essentiel. Et de ce point de vue-là, comment ne pas retenir l'idée de campus africain pour les universités francophones, ce qui me tombe sous le sens, mais qui n'a jamais été fait. Le numérique, c'est évidemment la révolution d'aujourd'hui, donc il faut en effet accélérer de toutes vos forces sur le numérique, parce que ce n'est pas seulement une révolution industrielle, c'est aussi une révolution intellectuelle et culturelle. Ce sont nos enfants qui sont en train de forger la culture de demain, donc c'est là que ça se passe. Et puis la transition énergétique, parce que l'Afrique étant au seuil de son développement, d'un développement extrêmement fort, extrêmement vigoureux, à l'aube de devenir ce que l'on a évoqué comme nouvelle frontière, c'est une chance extraordinaire de pouvoir se projeter dès maintenant dans l'économie du XXIe siècle, ne pas faire par exemple comme la Chine, qui elle est dans l'économie d'une certaine façon du XIXe siècle, si on en juge par la pollution qui est en train de ravager un certain nombre de villes chinoises. Vous n'aurez pas cette expérience-là si vous vous tournez résolument vers les énergies de demain. Voilà pour cette brève petite notation sur le panel qui vient de se dérouler devant vous. Merci, bonne restauration et je pense que les travaux reprendront vers 14h pour avoir une petite heure de pause. Merci.